je voulais proposer à Pierre Devalet d'intervenir maintenant. La dernière partie est consacrée à former comment. Il y a une partie sur le compagnonnage qui est présentée par Pierre Devalet, qui est chirurgien à Montauban, et ensuite formation par une non-universitaire par Hervé Tomaso, et les rapports avec l'industrie également par Hervé Tomaso. Donc, si Hervé, je crois que tu étais d'accord avec cette proposition, parce que Pierre a un train. Peut-être, Pierre, si vous voulez faire votre présentation sur le compagnonnage, parce que le sujet aborde d'autres techniques très sophistiquées, la simulation et l'intelligence artificielle, mais on se rend compte quand même que l'élément peut-être le plus stable, c'est le compagnonnage. C'est un flic. Oui, d'accord, c'est le Mac. J'ai compris. Merci. Oui. Non, c'est bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie, chers confrères, et je vais entamer tout de suite le sujet. Je vais vous remercier, chers compagnons. C'est peu dire que je suis honoré et très honoré d'avoir été invité à faire cette communication devant vous dans ce cadre assez prestigieux et impressionnant à propos de certains aspects spécifiques de la formation des chirurgiens. Je remercie vivement donc le professeur Olivier Farge, coordinateur du projet de rapport, ainsi que tous les membres de cette académie, devant lesquels je n'aurais jamais pensé avoir un jour l'occasion de m'exprimer. Cette invitation, comme celle de publier un article sur 2 sujets du rapport en cours, a été réellement une surprise. Je ne suis qu'un chirurgien orthopédiste lambda, au curriculum très banal dans la profession, et je n'ai aucune prétention à faire partie d'une élite professionnelle, mes contributions aux connaissances scientifiques de notre si belle profession étant très modestes. Mais je dois dire aussi que le sujet que je vais traiter devant vous, le compagnonnage, exprime pleinement ma conviction intime de faire partie intégrante, depuis ma réussite au concours de l'internat en 1978, d'une communauté longtemps considérée comme une aristocratie au sein de la médecine, les chirurgiens, qui est le plus beau titre honorifique que je connaisse. Tant qu'un homme utilisera ses mains pour aller au plus profond de l'intime du corps humain, pour alléger la souffrance d'un autre être humain, la chirurgie ne sera jamais un métier comme un autre, et ceux qui voudraient l'y réduire n'ont probablement jamais compris ce que notre prestigieux confrère Jean-Louis Faure disait de l'âme du chirurgien, qui est une âme inconnue, et les émotions profondes qui la remplissent et l'agissent ne peuvent être analysées que par quelqu'un qui les a ressenties. Toute pédagogie, puisque nous parlons de formation, porte une idée préconçue sur l'objectif à atteindre. Et cette idée n'est jamais neutre politiquement et idéologiquement quand on cherche à former des professionnels devant jouer un rôle majeur dans un domaine très sensible pour une société, celui de la santé. Pour pouvoir apprécier la valeur de méthode pédagogique applicable à la formation des chirurgiens, il faudrait commencer par étudier et définir quel type de chirurgien on veut former et dans quel but. On l'a déjà esquissé. Nous assistons depuis quelques décennies à des changements profonds du système de santé, tant du fait de l'essor sans précédent des technologies numériques, mais aussi d'un changement de paradigme anthropologique des notions de soins, de maladies, de santé, et donc des fondements de l'exercice médical et de la chirurgie. Donc former des chirurgiens, bien sûr, mais quels chirurgiens? Soit des chirurgiens de haute compétence technique et à la conscience professionnelle aiguë, délivrant de leurs mains, dans une démarche indépendante et responsable, des soins adaptés à chaque patient, en fonction de ses besoins, répondant ainsi à ce qu'on appelle vulgairement, si je puis dire, l'éthique, qui est en fait une éthique déontologique individuelle. Ou bien des agents d'exécution de réparation corporelle appliquant des processus algorithmiques normés, établis en fonction d'une soi-disant éthique utilitariste collective, c'est-à-dire le possible pour le plus grand nombre. Le compagnonnage n'est pas seulement une méthode traditionnelle de formation, comme c'était dans le programme. Il est indissociable d'une certaine idée de la chirurgie, des chirurgiens eux-mêmes et de leur place dans la société. Mais qu'entend-on exactement par compagnonnage? Alors, compagnonnage, étymologiquement, ça renvoie à kumpanis, c'est le partage du pain, celui avec lequel on partage le pain, donc, et cette première notion de partage est fondamentale. Depuis l'Antiquité égyptienne, l'art de la taille et de la pierre et de la construction était essentiellement destiné à ériger des édifices religieux, donc sacrés.
sur des chantiers colossaux qui voyaient passer parfois plusieurs générations d'ouvriers. Ce souci de référence au sacré se traduit dans la tradition des compagnons par des références aux maîtres concepteurs et bâtisseurs du temple de Jérusalem. Sacré, l'édifice du temple ne pouvait être construit que par une main-d'œuvre libre et de bonne mœurs. Les compagnons au XIe et XIIe siècle, ceux des constructions des premières cathédrales en Europe, étaient ces rares ouvriers, d'abord italiens et allemands d'ailleurs, passés maîtres dans l'art du trait par transmission de leurs secrets de fabrication, de leurs tours de main, leurs trucs, comme dirait Dominique Le Naine à Brest, qui demandaient de longues années d'apprentissage. Longtemps dépendants d'une seule école et d'un seul maître qui décidaient de leur avenir professionnel, ils ont fini par se reconnaître entre eux et vouloir parfaire leur savoir par la fréquentation d'autres écoles professionnelles, d'autres maîtres, pour ensuite pratiquer leur art en toute indépendance au sein d'une petite élite reconnue partout dans le monde ouvrier. Les membres des devoirs, comme on appelait à l'époque ces confréries professionnelles, se sont donc d'abord définis par leur formation éclectique et leur indépendance vis-à-vis de certaines règles figées de la corporation des maîtres traditionnels. L'esprit de ces compagnons du devoir était tourné vers l'amour du travail bien fait, le partage et la transmission d'un savoir-faire d'excellence par l'exemple et la démonstration au sein d'un groupe de membres cooptés par des pairs bienveillants mais rigoureux. Ce concept qualitatif positif lié à l'appartenance à un groupe professionnel n'a rien de fortuit. Les compagnons n'étaient pas corvéables et assujettis par un tiers à un travail pénible. Ils mettaient librement leur talent à la réalisation d'une œuvre dont le caractère sacré rejaillissait sur leur propre recherche de sens existentiel. Pour ces compagnons du devoir, le travail est sacré et c'est un devoir de le réaliser avec goût et attachement, le bénéfice pécuniaire n'étant pas le but principal. Le compagnon se doit aussi de porter au plus haut aussi la conscience spirituelle et professionnelle de sa société de pairs, celle d'une aristocratie de métier dont l'esprit de caste ne pouvait manquer de susciter des jalousies, des divisions, voire des haines chez les autres ouvriers, non sans raison parfois devant l'arrogance et l'oubli des règles éthiques de certains compagnons. Je pense qu'on peut faire des parallèles faciles. Dans une étude psycholinguistique très intéressante, le docteur Anne-Marie Rajon, psychiatre à Toulouse, fait une différence nette entre l'accompagnant et le compagnon. S'il existe une communauté de sens entre compagnon et accompagnant, les différences sont sensibles. Dans le dictionnaire, l'accompagnant est défini comme celui qui guide, conduit, précède, suit, chaperonne. L'accompagnement est une alliance fondée sur une relation asymétrique, du fort vers le faible, de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. En revanche, les équivalents au terme compagnon sont camarades, partenaires, collègues. Compagnon renvoie à compagnie, être en compagnie, tenir compagnie. Et compagnon, celui qui partage les sentiments, l'idéal d'une autre personne ou qui a subi les mêmes épreuves. Et le compagnonnage est une relation mutuelle entre pairs, symétrique, égalitaire, établie sur un mode horizontal. Les compagnons partagent une communauté narcissique dans laquelle ils se reconnaissent et sur laquelle ils se choisissent. La relation entre compagnons est désexualisée, fraternelle. Les compagnons partagent un même but ou un même idéal et suivent souvent une même blessure. Entre eux, pas de dette. Ils sont compagnons de voyage, compagnons de route, pèlerins sur un même chemin. À l'époque moderne, Hannah Arendt, dans son étude de la condition humaine, distinguera l'homo laborans, le tâcheron, celui pour qui le travail est une fin en soi, et pour qui l'essentiel, c'est que ça marche. Et l'homo faber, en latin celui qui fait, qui est celui qui réalise, imagine et construit une œuvre en commun avec d'autres hommes, une vie en commun, écrit Paul Ricoeur dans sa préface de l'édition de 1994. Alors que l'homo laborans se poserait surtout la question du comment faire, c'est-à-dire d'accomplir au mieux la tâche précise qui lui a été confiée par d'autres, l'homo faber chercherait un sens à son travail et ferait beaucoup plus appel au concept abstrait de son cerveau pour se donner une mission. Compagnons du devoir et homo faber
relèvent en fait de la même culture, celle de l'artisanat. Et cette culture est celle de la main-outil, la main témoin visible de la pensée humaine, la main qui, comme le dit très bien Yves Coppens, donna à l'homme son âme, et aux chirurgiens, comme à l'artiste, le vecteur de leur art. L'artisan, le compagnon, réalise une œuvre. Il ne travaille pas dans la servitude, ou ne serait-ce que dans l'allégeance. Et cette indépendance qui a été revendiquée par les compagnons du Tour de France comme une liberté de voyager, de s'ouvrir à d'autres horizons est la marque du compagnonnage. Cette indépendance est d'ailleurs toujours aussi un principe professionnel s'appliquant à tous les médecins, qu'ils soient salariés, fonctionnaires, libéraux. Si l'artisan compagnon bâtisseur de monuments trouvait et trouve toujours un sens sacré dans la réalisation de son œuvre, et je fais référence aux compagnons actuels du Tour de France qui travaillent à la rénovation de Notre-Dame de Paris, qui disent que c'est la mission de leur vie, comment un chirurgien qui répare de ses mains les blessures d'un corps humain à la dignité sacralisée pourrait-il éviter le même sens symbolique de chacun de ces chantiers? Ainsi, le compagnonnage est indissociable de l'art chirurgical et le traverse dans toute sa vie professionnelle. Avant même d'être une science, la chirurgie est un art, c'est-à-dire une technique mise en œuvre par un homme. La chirurgie, son nom l'indique, est l'œuvre de la main avec une connotation d'habileté. Comme l'écrit Ambroise Paré, je cite, « Chirurgie est un art qui enseigne à méthodiquement curer, préserver et pallier les maladies, causes et accidents qui adviennent au corps humain, principalement par opération manuelle. » Bien plus tôt, Aristote avait déjà écrit que cet art était une habileté acquise par apprentissage et qui repose sur des connaissances empiriques. C'est cet apprentissage difficile, accessible à tous avec un effort souvent pénible et de l'opiniâtreté, qui a fini par distinguer l'art de l'artisan de celui de l'artiste, considéré comme plus instinctif, plus inné et plus axé sur la beauté inutile. Comme pour toutes les techniques manuelles de haut niveau, l'art chirurgical se transmet par la démonstration, par l'acte partagé, dans cette communion d'esprit professionnel qui est intransmissible par d'autres voies que l'exemple vécu, en un mot, par le compagnonnage. Il est flagrant de constater combien la pratique historique de la chirurgie participe de cet esprit de compagnonnage, certes lors de l'apprentissage technique, mais aussi, et peut-être surtout, dans le domaine de la transmission de ses valeurs. À une époque encore relativement récente, l'internat signifiait à la fois la période de formation d'une élite médicale devant vivre à l'hôpital pour s'y former, mais aussi le quartier de l'hôpital, où ses membres logeaient et se restauraient ensemble dans la plus grande tradition du compagnonnage artisanal. Contrairement aux autres spécialistes médicaux, les chirurgiens ont toujours été d'anciens internes des hôpitaux jusqu'au remplacement du concours très discriminant de l'internat traditionnel, institué par le consulat en 1802, par un concours classant s'adressant à tous les médecins formés par l'université. Mais il est intéressant de savoir que, comme on en trouve l'information sur le site de l'Association amicale des anciens internes en médecine des hôpitaux de Paris, je cite, « Depuis plusieurs siècles, la nécessité était apparue de faire aider les médecins et les chirurgiens des hospices par de jeunes médecins qui, tout en se rendant ainsi utiles, seraient par la même occasion formés. Ils étaient appelés les compagnons internes. » Relevons que le compagnonnage vertical, celui de la relation maître-disciple, est une notion fondamentale du serment Hippocrate originel, qui a bien été changé après, dont tout le premier paragraphe est consacré à cette relation à la transmission du savoir et de l'expérience, et qui insiste sur la notion de cercle restreint, élitiste et de cooptation. Je vous laisse lire l'article de... Cette transmission du savoir et de l'expérience par la proximité physique, par la démonstration plus que par le langage, par une gestuelle plus, voire une dramaturgie relevant de certains rites d'initiation, indissociable de la personnalisation identitaire des acteurs de cette relation, n'est pas limitée à la période d'apprentissage initial. Cette transmission se poursuit tout au long de la vie professionnelle et fait partie de l'héritage moral et technique de tout adepte de l'éthique liée au corpus Hippocratum. Le compagnonnage en chirurgie porte donc en lui toute une tradition, pouvant être considérée comme un peu surannée, voire ringarde, mais aussi une transmission de sens qui ne fait que s'enrichir de l'expérience des générations successives.
Le compagnonnage envisagé comme méthode de formation doit-il évoluer du fait des techniques modernes de simulation et de mise en situation, produits du développement des outils numériques et de l'intelligence artificielle? Dans notre civilisation occidentale, jusqu'à une époque récente, le chirurgien artisan était formé à exercer en tant que professionnel intégré, c'est-à-dire acteur responsable de tout le processus de réalisation de sa mission de soins, de sa conception jusqu'à son résultat. Et après, même après, dans la plupart des cas, le chirurgien est à la fois le décideur et l'effecteur de ses propres décisions. On ne peut pas nier que l'introduction des techniques numériques dans ces pratiques porte un risque de remettre en cause ce concept holistique d'un chirurgien complet pour en faire un chirurgien, un artisan troublé, fragmenté. Ces pratiques intégrées, divisées en de multiples fonctions, assimilées à des processus de production d'une tâche simplifiée, pouvant être décrites par des algorithmes, comme les rapports au sein d'une équipe dont le chirurgien ne serait qu'un élément. Quelles peuvent être les conséquences fâcheuses de cette dissociation et d'un abandon rapidement progressif de la culture de l'artisanat en chirurgie à laquelle est liée la notion de compagnonnage? Richard Sennett, sociologue américain contemporain, a abordé la question à propos de la formation d'autres professions empreintes de culture artisanale, et à sa lecture, il est frappant de faire le rapprochement avec la formation d'un chirurgien. Il développe le concept de compétence éclatée par la séparation progressive de la tête et de la main, et plaide pour le maintien d'un apprentissage par la répétition par l'homme lui-même, et non par la machine, qui prendrait à son compte l'effort que demande cette répétition, source de lassitude, de découragement et demandant du temps, beaucoup de temps, avant d'accéder à la compétence. La machine intelligence peut séparer la compréhension par l'esprit humain de l'apprentissage répétitif, instructif et interactif. Quand cela se produit, les pouvoirs conceptuels en pâtissent. Il insiste également sur l'importance pour l'homme artisan du processus de prise, qui est essentiel à toutes les compétences, c'est-à-dire la conversion des informations et des pratiques en savoir tacite. L'envahissement par l'IA de la pratique chirurgicale a un risque certain et important de faire fondre progressivement jusqu'à disparition la valeur de l'habileté personnelle, de la capacité d'initiative devant des situations non standardisées, qui incontestablement en sont encore, mais pour combien de temps, une puissante motivation pour accepter les contraintes et le stress de cette profession, et surtout pour progresser dans l'expérience personnelle. L'avantage des techniques numériques d'assistance, c'est qu'elles permettent de lisser la qualité interopérateur des résultats et d'éviter les erreurs majeures liées à l'incompétence et ou la maladresse de certains praticiens, parfois trop pressés, parfois négligents, parfois aussi mal formés. Leur risque est cependant de supprimer chez ces mêmes praticiens toute motivation de progression personnelle pour devenir des techniciens d'application incapables d'adaptation à des situations non prévues parce qu'échappant au modèle standard. Quand la pratique est organisée comme un moyen en fonction d'une fin fixée, les problèmes du système clos ressurgissent. La personne en formation atteindra l'objectif fixé, mais ne progressera pas plus loin. Le physicien Victor Weisskopf expliqua un jour à ses étudiants du MIT qui travaillaient exclusivement sur des expérimentations informatisées: quand vous me soumettez les résultats, l'ordinateur comprend la réponse, mais vous, je ne crois pas que vous la compreniez. Et en architecture, qui se rapproche de la chirurgie dans le temps de planification de l'acte envisagé, quand vous dessinez un site, quand vous introduisez les contre-lignes et les arbres, ils se gravent dans votre tête. Vous apprenez à le connaître comme vous ne le connaîtrez jamais avec votre ordinateur. Vous apprenez à connaître un terrain en le dessinant et en le redessinant, non pas en laissant l'ordinateur le réengendrer pour vous. Comment ne pas faire de parallèle avec l'apprentissage de l'anatomie chirurgicale, qui ne fait plus appel qu'à la mémoire visuelle sur des modèles dont le volume en 3D est offert, sans aucun effort de reconstruction mentale par l'étudiant. La mémoire du geste manuel, reproduisant des schémas de projection en 2D d'une réalité en 3D, disparaît automatiquement. Et quant à la simulation en formation technique par le recours à des programmes informatiques, il semble plus que probable que cette simulation, si elle a des avantages en chirurgie, en évitant de prendre certains patients pour des cobayes d'entraînement et en leur permettant de renouveler leurs gestes ad libitum, ne supplée pas entièrement les apports mnésiques et de synthèse de la sensation tactile. Par ailleurs, cherchant à écourter le temps de la formation sur le terrain, par manque de postes de compagnonnage, elle peut donner une fausse assurance d'expérience qui se révélera dans les premiers temps de passage à l'acte du chirurgien quand il sera seul. Enfin, ces formations en simulation, assez standardisées,
amenuise le lien personnel entre le maître et l'élève, et la transition intergénérationnelle est certainement moins riche qu'auparavant, en détails, en passation d'expériences non verbalisables ou imagées, les fameux trucs. Le chirurgien est l'héritier à la fois d'Hippocrate, dans l'esprit des préceptes de son corpus et de son serment des médecins, et d'Ambroise Paré pour sa conception artisanale de la chirurgie, comme une œuvre d'artisan plutôt que comme une action d'un agent laborieux. Action ou fonction ou opération est un mouvement actif provenant de la faculté, car tout ainsi que la faculté dépend du tempérament, ainsi l'action de la faculté et de l'action, l'œuvre. Et j'assois que bien souvent sont confondus action et œuvre, toutefois il y a différence entre les deux, car l'action démontre le mouvement à faire quelque chose, tandis que l'œuvre, la chose à faire, pas du tout encore accomplie. Le principe du compagnonnage n'a donc pas à évoluer, car il n'est pas lié à une technique pédagogique utilisant des outils dépassés, en particulier du fait de l'émergence d'instruments numériques supposés plus performants ou même intelligents. De fait, le vrai danger est qu'un processus de formation complexe d'un chirurgien, maître et responsable de ses décisions par son apprentissage sur un modèle humain ancestral de compagnonnage, soit peu à peu remplacé par un formatage orienté du cerveau d'un futur technicien du corps, qui serait amené à penser et à décider comme une machine, pour des objectifs dont il n'aura aucune maîtrise. Tant qu'il y aura une chirurgie d'humain à humain, tant que le geste chirurgical passera par l'outil intrinsèque toujours disponible que sont les mains d'un homme, témoin visible de sa pensée, bref, tant que l'homme souffrant recourra à un chirurgien humain pour soigner les blessures de son corps, il existera une forme de relation privilégiée entre chirurgiens partageant ainsi aussi le sens de l'œuvre accomplie, les mêmes valeurs, relations à la fois verticales entre des maîtres et des disciples, mais aussi rapports transversaux entre pairs. Au cours d'une formation de chirurgien, le compagnonnage n'a de sens que si leurs enseignants, leurs formateurs sont eux-mêmes porteurs d'une volonté et d'une capacité de transmission de valeurs morales et éthiques au moins autant que de connaissances techniques ou de savoirs théoriques, et savent défendre de façon organisée, opiniâtre et combative, au sein des institutions du système de santé, une vision de la chirurgie et des chirurgiens qui ne trahissent pas un héritage plus que millénaire, d'une profession qui est loin, malgré la doxa actuelle bien martelée par des technocrates sans culture du soin et de son histoire, d'être un métier comme les autres. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. Merci beaucoup, Pierre de Valais, de cette mise en perspective remarquable de notre art chirurgical. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Gérard Morvan. Oui, pour qu'il y ait un compagnonnage, il faut qu'il y ait un maître. Et pour qu'il y ait un maître, encore, il faut choisir son maître. Comment cela est-il compatible avec la théorie de silo à l'heure actuelle, où la formation se fait d'emblée dans les spécialités, où il y a peu de passages de l'une à l'autre des spécialités. Tous autant que nous sommes, nous avons choisi la spécialité que nous faisons parce que nous avons rencontré les gens. Et ce sont souvent ces rencontres qui nous ont fait changer de chemin et choisir une spécialité. On ne peut rencontrer des gens qu'en parcourant plusieurs spécialités. Comment donc ce compagnonnage est-il compatible avec le silotage ? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais ce que vous dites m'incite à penser qu'on peut d'abord avoir un maître spirituel et plusieurs maîtres techniques. Deuxièmement, que ce qui se fait déjà, mais n'est pas assez peut-être répandu, c'est de sortir des écoles en silo pour aller voyager et voir un peu ailleurs, ce qui est a priori assez réservé aux chirurgiens qui ont ensuite une carrière universitaire, parce que sinon les autres voyagent peu. Des échanges entre écoles de formation, ce qui est possible en théorie, ce qui était possible mais qui l'est de moins en moins, etc. Les compagnons de France, ce sont ceux qui ont voulu sortir des silos, justement. Et c'est ça qui faisait leur indépendance. Avant, il y avait déjà des compagnons, ils s'appelaient comme ça, mais c'était l'apprenti du maître. Et il restait là. Et il épousait la fille du patron et il restait là. Et c'est ça. C'est leur volonté d'indépendance. Et je suis très attaché à l'indépendance des médecins.
chirurgie en particulier, l'indépendance professionnelle et de conception par rapport à beaucoup d'institutions. Justement, je crois que ce qui fait la caractéristique de l'esprit du compagnonnage, c'est de circuler, c'est d'avoir plusieurs avis, de se reconnaître entre pairs, indépendamment du lieu géographique et de l'école. C'est une réponse, mais... Merci beaucoup.